Avant qu'on en vienne à Mélenchon à Marseille, Boris Vallaud a quitté la direction du Parti socialiste. Qu'est-ce qu'il faisait encore là-bas déjà? Première question. Mais parce qu'en fait, Boris Vallaud, il s'était présenté à la direction du parti, il a été battu et c'est Olivier Faure qui a gagné, mais du coup, il était un peu en mode, oui, ma tendance, on va soutenir un peu Olivier Faure tout en mode soutien critique à Olivier Faure, et puis en fait, maintenant que Olivier Faure, il veut faire la primaire, en fait, on le soutient plus, etc. Et du coup, il était un peu en mode, je reste à la direction pour faire chier Faure, et là, il est en mode, très bien, je pars. Ex-soutien d'Olivier Faure. Boris Vallaud quitte la direction du PS avec l'ensemble de son courant. Putain, la TOB quitte la direction. Mais que va-t-on faire sans la TOB? Le président des députés roses quitte ses fonctions au sein de l'état-major du PS vendredi 8 mai. Il en avait intégré la direction après le congrès de 2005 et son échec à prendre le poste de premier secrétaire. Oh surprise, le PS est en... Même Libé, ils sont en mode oh là là, waouh, il y a une crise au PS, on va faire un article dessus. Dernier épisode de la saga socialiste, le chef des députés socialistes Boris Vallaud a annoncé son départ de la direction du PS. Son mandataire, le sénateur Alexandre Ouizille, a écrit un courrier à Olivier Faure dans lequel il reproche de décider seul et de refuser dialogue et recherche de compromis. Oui, parce que eux, la seule raison pour laquelle ils étaient dans les directions du PS, c'était pour pouvoir imposer leur ligne. Parce que du coup, comme ils sont minoritaires, mais que Faure a besoin d'eux pour être majoritaire, bah du coup, genre, ils étaient en mode oui, tu ne nous écoutes plus, on ne sert plus à rien. Voilà, bref. Unité, unité, unité. Unité, 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 unité. Dans ce texte adressé le 8 mai au premier secrétaire, le parlementaire dénonce une collégialité bâclée, une brutalisation du fonctionnement des instances du parti ainsi qu'une stratégie d'isolement et d'enlisement. Ça, à chaque fois, quand ils sont pas contents, ils disent « tu brutalises ». Ah, c'est juste que t'es pas content, c'est pas grave. Hein. L'ensemble du courant de Boris Vallaud quitte donc la direction, soit 24 membres, dont 21 secrétaires nationaux. Ce départ illustre l'exacerbation des tensions au sein du PS, notamment autour de la question de la primaire de la gauche que souhaite Olivier Faure, mais que refuse Boris Vallaud. Cela n'empêche pas le député de Seine-et-Marne de rester à la tête du parti, même s'il n'est plus majoritaire et se retrouve isolé face aux troupes du maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, qu'il avait aidé à battre lors du dernier congrès. Tu as préféré la fuite en avant au débat et au vote. Putain, la démocratie interne, en tout cas, c'est bien. Hein. Ça fonctionne bien dans vos partis. Hein. L'accord politique avec notre texte d'orientation qui a permis ton élection comme premier secrétaire du Parti socialiste, impliqué par nature autant que par nécessité, puisque ton texte d'orientation n'a pas de majorité sans nos instances à lui seul, notre association étroite aux discussions... Je comprends rien à cette phrase. Attends. C'est vrai, non, c'est vrai. Attends. L'accord politique avec notre texte d'orientation qui a permis ton élection comme premier secrétaire du Parti socialiste, impliqué par nature autant que par nécessité, puisque ton texte d'orientation n'a pas de majorité sans nos instances à lui seul, notre association étroite aux discussions stratégiques, dialogue et recherche permanente de compromis. Je comprends rien. Attends, je crois que j'ai compris. C'est compliqué, la phrase est alambiquée. Qu'est-ce qu'il raconte ce fou? En gros, il a dit on t'a aidé à te faire élire, du coup, fallait bosser avec nous et tu l'as pas fait. Mais force est de constater que cela n'a que trop rarement trouvé de réalité et n'en a plus aucune aujourd'hui. Le plus souvent, désormais, tu décides seul. Il évoque aussi les nombreuses tentatives de Vallaud pour obtenir au sein du bureau national du PS une délibération sur un vote des militants avant l'été pour choisir leur candidat et la stratégie pour la présidentielle, ce que refuse la direction. Tu as préféré la fuite en avant au débat et au vote, poursuit-il en accusant Olivier Faure de tenir à distance de la direction du parti depuis des mois celles et ceux qui avaient fait le choix de te soutenir. Donc voilà, du coup Olivier Faure, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la primaire des bozos, il s'est dit qu'il allait faire un super coup de com en faisant en sorte que tout le monde dise Olivier président, avec Arthur Delaporte qui essaie de lancer des slogans de partout dans la pièce, etc. Et il s'est dit vas-y, si je fais ça, ils vont comprendre qu'en fait la primaire c'est bien et qu'on peut la gagner et qu'on peut l'emporter. Et résultat, le parti lui a dit tu nous as encore chié dessus, vas-y, on s'en va quoi. Et bien en tout cas, ça fonctionne bien hein, le PS. Hein. C'est vraiment la démocratie, c'est... Mais parce qu'en fait, tu comprends. Olivier Faure, il veut la démocratie du peuple de gauche pour élire celui qui se présentera pour la démocratie du peuple français. Donc il veut de la démocratie. Mais les gens du Parti socialiste, ils veulent de la démocratie interne au PS pour savoir s'il faut faire un cadre démocratique au sein de la gauche pour savoir s'il faut se présenter au cadre démocratique de la présidentielle. C'est parfaitement logique. Bon, et pendant ce temps, du coup, Mélenchon, il va à Marseille, il fait un meeting et globalement, voilà quoi. Il avance tranquillou dans son coin. Il est sectaire, il veut faire son truc dans son coin. C'est un dictateur, oui, d'accord. Continuez de vous battre entre vous et puis on verra quoi. Genre, il était venu pour un apéro insoumis où il y avait opportunément un micro. Tiens, un apéro. Ce serait bien qu'on prévoie une super bonne caméra et un micro. Ouais. Puis un parterre d'affiches aussi au cas où il y ait besoin de faire des images. Ah oui. Donc bref, je vous propose qu'on regarde ça parce que notamment dans son meeting, moi c'est un extrait que j'ai vu passer sur TikTok, il a fait un appel solennel aux artistes de s'engager dans la campagne et ça c'est vrai que c'est un truc dont on parle depuis assez longtemps.
à apprendre sur la question de la place des artistes en politique, la place de la culture, etc. Donc allons-y, regardons qu'est-ce qui s'est raconté à Marseille et let's go quoi. Voilà. Merci d'être venus nombreuses et nombreux. C'était censé être un apéro militant. Voilà. Oui, c'était censé être un petit apéro militant. C'est totalement tellement imprévu. Ah là Bien là, sûr. ce petit apéro. Tout à fait, voilà, informel, pour accueillir les nouveaux, voilà, pour se présenter. Bien sûr. Voilà. Merci d'être venu rapidement parce que l'information de l'organisation de cet apéro, je crois, a été publiée hier. Oh bah alors, on a annoncé un apéro hier au dernier moment et vous êtes tous venus, merci beaucoup. Putain, on a bien fait de... Bah du coup, pour vous remercier, on a ramené Mélenchon. C'était pas du tout le but à la base de se dire « Ah, Mélenchon est là, vas-y, on fait un apéro ». J'adore parce que c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment la meuf qui est en mode, c'est genre qui prend un compliment et qui est en mode ah merci, je me suis pas du tout maquillée aujourd'hui alors qu'elle a passé toute la journée à réfléchir à son maquillage nude et tout. Ça en veut mode dire que pour toi, les meufs merci, sont j'ai des quasiment salopes. rien fait. Bah non, c'est des mélenchonistes basés. Ok. Et je sors juste du lit. Moi, j'ai juste passé la main dans les cheveux, hein, ça va. Alors qu'en fait, la veille, elle a mis ses cheveux dans des rouleaux. Elle a mis tout ça dans une serviette. Elle a réfléchi à comment ça allait tomber et tout quoi. Oui, c'est ça. Ah pardon, j'ai vraiment pas rangé alors que la maison elle est ultra clean. Voilà quoi. Mais après, les gens, je ne peux pas. En fait, ça ne peut pas être misogyne à la base parce qu'en fait, je ne peux pas dire pareil des hommes parce que les hommes sont des porcs qui rangent jamais et qui prennent pas soin d'eux. Oh là 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 là, et direct de la misandrie pour essayer de rattraper ta tech misogyne. On n'a jamais rien vu d'aussi Est-ce faux? flagrant depuis l'histoire. Est-ce faux? Donc je pense que vu le nombre de personnes que vous êtes, je crois que ça confirme que le lancement de la campagne présidentielle de 2027 a été particulièrement spectaculaire. Alors que j'imagine les discussions du groupe d'action de « Il faut être là, il y aura une belle surprise lors de l'apéro. On ne peut pas trop vous en dire, mais venez nombreux. Il y aura... On ne peut pas trop vous en dire. Hein il y aura une tortue. Un apéro featuring la tortue. Mais voilà, donc venez. Venez caresser les tortues. Non, caresser... non, attends... Venez caresser la tortue. On y servira du lait fraise. Emoji clin d'œil. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'édits de Tortue Ninja de Mélenchon. Oh, putain, c'est vrai. Pourquoi Attends, mais pourquoi il n'y a pas une méta Tortue Ninja, Mélenchon avec Bompard et tout les Mélenchon en mode le vieux sage rat avec, tu sais, l'image avec... Oui, Mélenchon avec le rat qui tient les tortues quand elles sont petites et après elles sont grandes et lui il est tout vieux. En mode on prend la relève. Vrai. Putain, mais oui. Et faut mettre Bardella dans le ventre de Marine Le Pen là, en mode Schröder là, comme le blob là. Faut mettre Marine Le Pen dans le ventre de Bardella plutôt. Pourquoi Marine Le Pen Marine Le Pen c'est le blob rose et Bardella c'est le gros débile qui porte le blob rose. Ah oui, t'as raison, oui. Dimanche à 20h35, Jean-Luc Mélenchon était aux 20h de TF1. Il a proposé sa candidature. Si vous l'acceptez, hein, n'hésitez pas à signer sur la plateforme pour voir si vous êtes d'accord avec le fait qu'il se présente, quoi. Voilà. Bien sûr. Rien d'imposé. C'est qu'une humble proposition. Voilà. Humble proposition parmi tant d'autres. On demande votre avis sur ce que vous en pensez, quoi. Parce que, simplement. Pour l'élection présidentielle, il a fixé un objectif. Et l'objectif, c'était réunir 150 000 parrainages citoyens. Vous savez, c'est une proposition que nous avons, y compris dans le programme de la France Insoumise, dire que dans notre conception de la démocratie et de l'élection présidentielle, plutôt que 500 parrainages d'élus, on pourrait aussi recevoir le soutien de 150 000 parrainages. Ce qui fait du fait que Ruffin ne pourrait pas se présenter vu qu'il en a que 120 000. Citoyens, parce que ce serait quand même une manière plus démocratique d'organiser les élections présidentielles. Et quand on a fixé cet objectif, honnêtement, on s'était pas dit que en 23 heures, parce que c'est exactement en 23 heures, on réunirait les 150 000 parrainages citoyens pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Alors on a fait 150 000 parrainages en 23 heures, et puis ensuite on en a fait 200 000
en moins de 48 heures. Et là, maintenant, petit à petit, on s'approche des 250 000 parrainages citoyens. Alors, c'est très bien d'avoir réuni les 150 000 parrainages rapidement, mais c'est pas terminé. Alors, s'il y a des gens ici qui n'ont pas encore signé, ce soir, en rentrant à la maison, il faut signer. Et puis surtout, on a besoin que chacun d'entre vous fasse signer une personne. Quand ça sert ces parrainages, c'est juste une démonstration de force, c'est de la com ou ça a un autre rôle? C'est à la fois une démonstration de force et en fait quand tu parraines et que tu signes, ça te propose de t'inscrire sur Action Populaire et trouver un groupe d'action près de toi, etc. Et c'est une façon aussi pour que si tu signes en mode vas-y je suis sympathisant, que ça t'incite à venir aussi militer et agréger plus de monde et tout. Quoi. De plus, 2 personnes, 3 personnes de plus. Parce que plus on sera nombreux à apporter notre parrainage citoyen à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, et plus on aura réuni une équipe. Parce que pour faire cette campagne et pour la gagner, il faut qu'on soit une équipe qui aille partout dans le pays, partout à Marseille, dans tous les quartiers, mais partout en France, faire campagne. Parce que ça va être une longue campagne, mais ça va être une campagne décisive, cette campagne-là, cruciale. Et on peut la gagner que si on s'y met toutes et tous dans cette campagne pour la gagner. Voilà. Mais vous épuisez pas trop vite parce qu'il y a 1 an de campagne. Alors il faut signer, il faut faire signer autour de vous. Et puis, il faut distribuer la lettre au peuple de France que Jean-Luc Mélenchon et l'équipe de campagne ont publiée mardi. Je vous compte sur vous, on compte sur vous pour faire en sorte d'aller distribuer cette lettre partout. On compte sur vous aussi, même si on est à Marseille, même si c'est pas facile de monter en région parisienne, mais on compte sur vous pour vous organiser, pour faire en sorte que le 7 juin prochain, on soit par dizaines de milliers réunis à Saint-Denis, devant la mairie de Saint-Denis, pour le premier meeting de lancement de campagne. Ils vont organiser des cars depuis Marseille, là, ou? Incroyable. Toute la France va converger à Saint-Denis, c'est beau. Vous avez vu, on n'est pas venu tout seul, puisqu'on est venu aussi avec Clémence Guettet, qui est la responsable du programme. Alors je laisse la parole à Clémence Guettet. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux. À vrai dire, je suis un peu comme vous. J'ai décidé hier de venir à Marseille. Lise Maillard m'a dit il y a un petit apéro à Marseille et donc me voilà et vous êtes plusieurs. J'ai décidé de venir à Marseille, on m'a dit « Oh, il y a un petit apéro !» Je me suis dit « je vais prendre le train !» Un petit apéro à Marseille, au hasard avec Jean-Luc Mélenchon, un service d'ordre. Écoute, j'étais à Paris, j'allais dans le bar en bas de chez moi, mais vas-y, autant aller prendre l'apéro à Marseille quelque part. Vive le TGV. Non mais là, je veux dire, c'est grave le niveau de Zumba à la France Insoumise des fois. Oh là là, j'adore. Bravo à vous, parce que Marseille restera terre insoumise. Puis Manu Bompard, parce que ce qu'on appelle nous l'entrée dans l'eau, c'est-à-dire le début de la campagne présidentielle, se passe absolument magnifiquement. Il y a 240 000 personnes qui ont signé à 7h sur Mélenchon2027.fr. J'en ferai la propagande acharnée pendant toute cette campagne présidentielle, et donc je dirai le site autant de fois qu'il le faut. Et c'est votre rôle aussi, à toutes et tous, d'aller voir les gens et de leur dire ok, on a les 150 000 parrainages, mais maintenant il nous faut de la force et il nous faut entrer en campagne. On veut voir partout à Marseille tous les affiches collées avec la tête de notre candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. On veut vous voir distribuer la lettre aux Français, expliquer pourquoi on avait besoin de cette candidature. Parce que non, contrairement à tout ce que disent les médisants, qui sont nombreux, mais toujours moins nombreux que nous, ce n'est pas une candidature de plus. C'était la candidature dont le peuple français avait besoin à gauche. C'est pas une candidature de plus, c'est la seule candidature valable. Voilà, stop, arrêtez vos zoomas, c'est vous les candidatures de trop là. Pour l'emporter en 2027. Et non, on ne va pas en rabattre sur le fond. On va augmenter le niveau de radicalité parce qu'après 10 ans de macronisme, les vies ont été trop détruites. Et oui, il faut augmenter les salaires de toute urgence. Oui, il faut les indexer sur l'inflation. Oui, il faut bloquer les prix de l'alimentation, du carburant, de l'énergie. Il y a urgence. On est d'accord. Il y a
il y a moins d'un an, avant C'est marrant parce que c'est rare de voir. Enfin, Clémence Guettet, elle a fait des meetings et tout, mais c'est plus rare de la voir haranguer une foule comme elle le fait là, tu vois. Oui. C'est intéressant de voir C'est que. Mais même sur le côté de la campagne collective et tout, on voit qu'il s'habitue progressivement à faire cet exercice, quoi. Oui, ils sont déter, c'est vrai. Le gain du micro est indexé sur l'inflation aussi, oui, de fou. Ne perdez pas de temps. Je fais les médisances, comme ça Jean-Luc sera pas obligé. Ne perdez pas de temps avec celles et ceux qui vous disent il faudrait un candidat moins clivant, l'union, etc., etc. Unitaire. C'est une diversion. Et je vais vous dire une diversion qui m'écœure et qui, je sais, qui écœure beaucoup d'entre vous. La campagne présidentielle, ce n'est pas une petite campagne de notoriété. C'est pour changer réellement la vie des Français et des Françaises, parce qu'on en a besoin immédiatement. Et ici à Marseille, vous avez eu le très bon goût d'élire Jean-Luc Mélenchon député avant Manuel Bompard. Vous avez élu le premier président du groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Je compte sur vous pour mettre toute l'énergie qu'il faut pour élire le premier président de la République insoumis en 2027. Ah ça va, je suis content, ils sont en forme. Bah, moi, tu sais, je commence à y croire, hein. Je pense que cette fois c'est la bonne. Ils sont en forme, on démarre bien. Là j'y crois là c'est bon. Là, je suis heureux, là. Bon, il est où Mélenchon, là? Le mélenchoniste. C'est quand qu'il arrive, Mélenchon? C'est bon, il arrive dans 3 secondes. Moi, en même temps, je suis heureux du truc de campagne collective, mais je sais que je vais passer mon temps à être en mode bon, il arrive quand, Mélenchon? C'est vraiment... Bah oui, vraiment désolé, je suis sincère. Non, mais je suis content. Non, mais attends, combien de personnes pensent la même chose? En fait, ça m'énerve, c'est que vous allez faire les acteurs. J'adore Clémence Guettet. Je vais dire sur Blue Sky que en fait, c'est Clémence Guettet qui aurait dû y aller. Lordon a dit qu'il excluait pas que le vieux soit béni des dieux. Moi, j'adore les grandes envolées lyriques de Lordon comme ça. Enfin, c'est les seuls moments où on comprend ce qu'il dit, donc tant mieux, quoi. Il y a qu'Alma Dufour qui me fera pas dire il arrive quand Mélenchon. C'est vrai qu'Alma Dufour en meeting, elle est vraiment bien. Hein. Elle a vraiment son style à elle, flegmatique. C'est une anomalie, les gens, c'est la goutte. Oui, de fou, elle est trop forte. David Guiraud, oui. Autant en meeting, j'ai vu des meetings bien de lui, mais je trouve que c'est sur les plateaux télé, par contre, je pense qu'il est vraiment presque intouchable par rapport à la fille, à personne qui est aussi chaud que lui à la télé. Oui, de fou. Lui, c'est vraiment à la télé, il est impressionnant. Je pense même qu'il y a des moments, il est plus fort que le vieux à la télé. En vrai, oui. Oui, Bagayoko, il est plus force tranquille. Guiraud, il a un truc un peu petit con, un peu actuel. Il se rapproche plus d'un Bompard, Bagayoko là-dessus, je trouve, dans son côté calme et en mode vous allez pas me baiser. On fera une tier list des insoumis, il faudra le faire un jour. Bon, merci. On avait dit avec Manu, puisque je vais à Marseille, on va faire un petit pot. Vu que je suis là, on va faire puisque je suis là, les amis, on finit qu'on a organisé un petit apéro entre nous. Un petit apéro avec les camarades. Quelque chose de tout à fait imprévu, organisé sur le fil comme ça. Quand bien même j'ai un agenda minuté à la seconde près. Ce petit apéro improvisé me paraît tout à fait sympathique. Très informé. Par contre, force aux camarades qui ont dû tout organiser au dernier moment. Je sais ce que c'est quand le vieux arrive et que t'es en mode attention, Mélenchon arrive. Mélenchon arrive demain, tu dois trouver une sono. Quoi? Mélenchon va venir demain. Hop, t'as raccroché. Ah merde. T'es en mode tout ferme dans une heure. On nous l'a fait une fois. Quoi? On nous l'a fait une fois, ça. Quand ça? Ah oui, oui, aux amphis. Non. Alors, oui, 2 fois, t'as raison. Oui, on nous a fait 2 fois, oui. Parce qu'il y a l'émission où il est venu pendant qu'il se faisait insulter d'antisémite partout, là. C'est vrai. Où on nous a prévenu la veille, je pense, un truc comme ça. Et oui, et les amphis où ça nous a dit Mélenchon arrive dans 5 minutes. Il est arrivé, il a hurlé il n'y a qu'une seule Chine. Et il est parti. Grotesque. Incroyable. Quel happening de fou. Manu, qui a un humour un peu que vous le connaissez, il me dit petit pot à Marseille, c'est pas possible. Donc on va se mettre sur la place. Nous voilà. Je ne m'attendais pas à vous voir aussi nombreux. Oui, je ne m'attendais pas à vous voir aussi nombreux. Je vous dois aussi une part de vérité personnelle. La vie de chaque être humain est une sorte d'odyssée, c'est-à-dire un grand voyage. Et dans ce grand voyage, nous autres,
les Méditerranéens, nous tournons en rond depuis 2 ou 3 000 ans, ou peut-être même plus, entre les rivages. Et ce sont les mêmes. Mais Mélenchon, si tu as des micro-cravates, ne te mets pas devant le micro parce que ça fait des bis, 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 bis sur la ligne. Non, mais moi, il faut faire le deuil. Oui, c'est vrai. Genre, encore des micros partout, là. L'un des premiers trucs que La je l'ai vu dire micro-cravate. au bureau. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des micros, ça? Vous allez me les mettre, mademoiselle? Vous allez me mettre les micros? Ah, top, 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 top. Et il a fait que vanner la meuf qui lui a mis les micros. Oui. Alors, vous allez me mettre ce machin, là? Vous allez me le mettre où? Alors, genre, là, c'est pas possible, cette histoire. Bah moi, je vous l'ai déjà raconté, mais moi, le moment le plus terrifiant de ma vie militante, ça a été au meeting de Lille de la fin des Européennes, donc a été un meeting flopesque, atroce. On en est sorti, on était en train de pleurer tellement on était en mode c'est fini, la campagne était nulle et tout. Bref, déjà à meeting, il n'y avait pas assez de monde et comme l'acoustique avait été pensée pour une salle remplie, bah en fait, l'acoustique était nulle à chier, lui, il s'entendait pas. À un moment, son micro se met à dysfonctionner, mais à plus marcher, etc. Son micro-cravate. Du coup, on me dit en vitesse, Cassandre, faut que t'ailles en régie, choper le micro et lui donner, etc. Du coup, j'ai été chargé de lui tendre le micro piteusement en bas de scène parce que son micro était en train de truc, alors qu'il entendait pas, qu'il était en colère, qu'il disait, ah, ça marche pas, etc. Je me suis jamais senti aussi petit de ma vie. J'étais en mode, il m'a fusillé du regard en mode, comment ça, c'est quoi ça? Et après, le pire, c'est que je crois qu'il a mis le micro dans sa poche, un truc comme ça pendant un moment et après il l'a Il a mis le ressorti. micro dans sa poche. Je sais plus si c'est ça ou si je confonds avec un autre moment où il a mis le micro dans sa poche, un micro qu'on lui avait tendu. Mais du coup, j'étais terrifié. Le micro dans sa poche, mais c'est désolé, mais c'est n'importe quoi à un moment donné. Ah non, c'est vraiment, il n'aime pas les micros, Mélenchon. Et ce sont les mêmes, qui sont tantôt espagnols, tantôt marocains, tantôt algériens, tunisiens, libyens, et ensuite ils font le tour de l'autre côté, et ainsi de suite. Ma vie, comme la vôtre, est un voyage de cette sorte. Je suis arrivé à Marseille, venant de mon Maroc natal. Ah, mais J'adore oui, il est à parce qu'il Marseille, est donc instant. il a un Bah oui, peu il est à ému, Marseille, bah bien il est sûr. Méditerranée, là. Bah bien sûr, il est instant contemplatif, la mer Méditerranée. Pff, non mais c'est Sous les trop... yeux de la Méditerranée, les amis. D'une famille dont je m'empresse de vous dire qu'ils n'étaient pas des colons, et qu'arrivés pauvres, ils sont morts pauvres, et sont aujourd'hui à la fosse commune. Ah ok, c'est ça, le truc de il a enterré ses parents dans une fosse commune, alors que juste, bah il est en mode, bah ouais, ils avaient pas de thunes et du coup, bah ils ont été enterrés comme les pauvres, quoi. Ok. Putain, c'est crade. Et donc j'ai pensé que pour la première sortie que je ferai, après avoir annoncé pour la 4e fois une candidature sur laquelle nous avons longuement réfléchi en termes politiques et non pas personnels, eh bien, c'était bien que je commence par Marseille, puisque c'est par Marseille que j'ai commencé ma nouvelle vie quand je suis arrivé de mon Maroc natal. Et c'est à Marseille que j'ai fini une longue série de représentations de ce qui était si important pour moi, qui était d'être l'élu du peuple français. J'ai toujours vécu les mandats qui m'ont été confiés par le peuple comme une sorte d'onction, comme une sorte de validation, de légitimation. Oh là là, d'onction. C'est vraiment en mode, j'ai été choisi par la divine main du peuple. Oh là là là. Non, c'est trop beau. Putain, mais il est incroyable ce Devient de discours. plus en plus robespierriste, être suprême. Ouais, de fou. Et c'est pourquoi, m'adressant à vous autres les plus jeunes, je sais que peut-être vous avez moins d'incertitude que j'en avais. Lorsqu'accueilli ici, je fus somptueusement traité de boule par ceux qui nous reçurent. Et donc j'ai commencé à 11 ans, quelque chose que beaucoup d'entre vous ont commencé à connaître à peu près au même âge, à le découvrir et à le comprendre, le racisme, la xénophobie, portée en général par des ignorants qui Oui, il a le B-word pass, exactement, tout à fait. sont si ignorants qu'on en a du mal à leur en vouloir et on se dit, mon Dieu, t'es trop bête pour que je t'en veuille. Donc j'ai partagé tout ça avec vous et je me suis dit, puisque toute vie est une œuvre, alors ce chapitre nouveau est si décisif pour moi, eh bien je vais le commencer à Marseille avec vous. Aux plus jeunes, mon premier et définitif message sera, ce pays est à nous. Merci Zariel Smasher. Oh, et puis le truc Oh magnifique. là là. Ce pays est à nous. Non, Oh mais là là, non, je sens que cette campagne, il va être trop deep. Oui. C'est sa dernière campagne. Oui. Il peut vraiment y arriver. Ça va être. Ça Oh va là être sa là. campagne la je plus trouve spirituelle de toutes. Oui, de fou. Il va être trop deep tout le temps. Je suis trop heureux. Ne l'oubliez jamais. Ne vous laissez jamais mettre sur le bord de l'assiette. La France est une et indivisible par son peuple. Son identité est une et indivisible. Ceux qui commencent à trier parmi nous, d'après la couleur de peau ou la religion, ne détruisent pas seulement une manière de vivre ensemble, ils détruisent la France elle-même. Comment il gère le plus... Non mais j'adore, les gens ils commencent à lancer un slogan. Il n'a qu'à lever les bras et les gens, il va reparler.
C'est magnifique. Ah, je suis trop heureux. Ah non, mais c'est trop. Il dit nous, il dit pas les Français, bien sûr. Il dit toujours nous. Et moi, j'aime bien cette façon de. Cette inclusion radicale qu'il a tout le temps, quoi. C'est toujours nous. C'est nos enfants. C'est nos. Enfin, voilà. C'est un truc qu'il racontait, pareil, j'ai revu l'extrait passé, où, vous voyez le meeting de Toulouse, là où il a parlé de la nuit, du bruit, du silence, etc. Et il expliquait que, genre, je crois que c'était dans une émission qu'ils ont fait à la France Insoumise, la dernière qu'ils ont fait avec lui, je crois, le dernier Allô Mélenchon, où il parlait de Abdourahmane Ouaberi, qui est un auteur, poète franco-djiboutien, enfin qui est né à Djibouti, et qui a écrit notamment récemment un bouquin sur Mélenchon et tout, et qui décrit comme un ami très proche, etc. Et il est en mode, bah voilà, je faisais mon meeting, etc. Et là, je regarde dans la foule et je vois Abdourahmane Ouaberi qui est sur un lampadaire pour écouter le meeting. Et là, ça m'a pris. Je me suis dit, mais non, mais de quoi tu parles ? Parle vraiment de choses, etc. Et du coup, ça m'a pris à parler de la nuit, à parler du silence, etc. Le mec, parce qu'il voit son pote dans la foule, son ami poète, il est en mode, mais non, mais il faut que je parle de poésie, en fait. Non, c'est magnifique. Il n'est pas de France possible autrement que dans son unité. Et son unité ne veut pas dire uniformité. Nous sommes très différents. Nous avons des avis contraires. Nous sommes capables de tout cela. Mais par-dessus tout, nous sommes capables d'aimer ce pays pour quelque chose que beaucoup ne comprennent pas, qui est qu'on peut avoir eu envie d'être français. Mon grand-père maternel a fui la première dictature Primo de Rivera en Espagne parce qu'il voulait être français. Et je viens ici devant vous le 7 mai. Demain, on célébrera la victoire sur les nazis. Et aussi, il a jamais autant parlé de lui. C'est vrai qu'il a dit dans la conférence de presse qu'il voulait pas parler d'eux, que c'était un piège de parler de soi, que c'était une arme pour les ennemis, etc. Mais c'est vrai que je pense que dans aucune campagne, il aura autant parlé de lui aussi. Je pense que aussi la rencontre un peu plus affective avec l'antiracisme fait qu'il a beaucoup plus réfléchi ça vis-à-vis de l'histoire de sa famille. Je pense que ça l'a beaucoup plus... Bon, il a toujours parlé du fait qu'il était pied noir, de Tanger, du Maroc, etc. Mais j'ai l'impression que le fait que il parle de son père qui fuit la dictature, de tout ça. Enfin, tu sais, il y a un truc de... Il est beaucoup plus dans une incarnation politique de son histoire qu'il l'était même en 2022, je trouve. Sans la carapace. Oui, exactement. C'est normal, plus il vieillit. Et c'est pour ça que c'est bien. Il n'y a pas que l'image. En fait, c'était quand on avait maté 2012, c'était intéressant. On voit habité par l'imaginaire révolutionnaire et vraiment très, tu vois, mais du coup presque désincarné un peu, même si c'est incarné et qu'il a vraiment cette mystique. Et là maintenant, il a toujours ça, mais avec... en fait, il a aussi... Ce qui est beau, c'est qu'il a aussi accompagné le focus qu'il y a aussi à gauche d'un truc beaucoup plus intime et réflexiste sur son identité, mais sans devenir Hit Paul nul, tu vois. Oui, sans en faire de la petite identité un peu narcissique ou même du gimmick de communication, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Le côté bilan en fin de vie, s'attacher aux choses existentielles de l'existence, grand sage. Oui, il y a ça aussi. C'est clair qu'il y a ça aussi, oui. N'oubliez jamais ce que sont les nazis. Ce sont d'abord et avant tout des racistes. En plus d'être, ce qui va souvent ensemble, des voyous, des voleurs et des assassins. N'oubliez pas, attention, les nazis, ce sont des racistes. Et la victoire sur les nazis, ici à Marseille, elle prend un sens plus français que partout ailleurs. On n'avait pas demandé leur avis aux Marocains, aux Algériens, aux Tunisiens pour venir combattre. Et pour ça, ce sont les Goum, des Tabors marocains, les Spahis et tous les autres qui ont fait cette libération. Le débarquement de Provence qui a lieu en août 1944, il comporte 80% de Maghrébins, 50% d'Algériens, de Marocains, d'Africains au sud du Sahara, 30% de pieds noirs, 8% de ceux du territoire hexagonal. Si bien que tous ces gens à qui on n'avait pas demandé s'ils étaient d'accord pour venir libérer la France, sont venus et ont donné leur vie. Pas seulement pour libérer la France, mais pour vaincre le cancer du racisme. Et si nous leur devons honneur, hommage et mémoire... Ça fait d'autant plus écho que... moi, j'aime bien la façon dont il raconte, parce qu'il y aura des historiens, et même des antiracistes et des coloniaux qui vont dire oui, enfin bon, ils n'ont pas non plus fait de bon gré, bon cœur, etc. Ou alors même leur combat a été échangé en échange d'une promesse de décolonisation qui n'est jamais venue. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 mai, et c'est aussi l'anniversaire des massacres coloniaux qui ont immédiatement suivi l'annonce de la fin de la guerre, l'annonce de la libération de la France, où dans la foule des gens venant fêter la victoire contre les nazis, quelqu'un sortit un drapeau algérien
citoyens et l'armée coloniale a commencé à tirer dans la foule, quoi. Et que justement cette promesse d'indépendance en échange de la libération de la France a été immédiatement trahie et n'a jamais été une promesse sincère. Et en fait, je trouve qu'il y a deux façons de raconter cette histoire-là au final. Parce qu'il y a à la fois la version qu'ont beaucoup de camarades antiracistes et des coloniaux, et je pense que c'est leur rôle aussi dans le débat politique de le rappeler, de dire la France a trahi et les promesses de la France n'ont jamais été vraies, les promesses de liberté et de libération ont toujours été fausses, etc. Et on ne peut rien attendre de la France pour se libérer, il faut se libérer nous-mêmes, etc. Et en même temps, la façon dont Mélenchon le raconte comme ils avaient conscience du danger du fascisme, ils nous ont protégés du danger du fascisme, c'est pas contradictoire dans le sens de et donc on leur doit beaucoup et donc il faut qu'on reconnaisse que la France leur a menti, etc. Tu vois, je trouve qu'en fait c'est un truc qui est un peu, il y a deux façons de raconter cette histoire et je trouve que la façon dont Mélenchon il l'inclut dans une aspiration révolutionnaire en mode on aspire à être ces gens-là qui auraient honoré cette part du marché, ça donne aussi une autre projection, quoi. Ça appelle à notre sens du devoir. Exactement. C'est parce qu'ils ont vaincu les nazis avant toute chose, c'est-à-dire vaincus les nazis, nous devons les regarder comme ces vainqueurs plutôt que comme ceux qui étaient enrôlés de force. Puisqu'ils ont... Oui, voilà, c'est en mode, faut pas les voir comme les gens enrôlés de force, mais comme les gens qu'on glorifie parce qu'ils ont vaincu les nazis et qu'on leur doit énormément, quoi. Genre, c'est en mode de presque que ça les diminuerait de les considérer que comme des enrôlés de force qui ont été que de la chair à canon, et qu'en fait, en les glorifiant, on s'oblige aussi vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de leurs descendants, quoi. Ici à Marseille, dans la pente qui mène à Notre-Dame de la Garde, il y avait en haut plusieurs positions allemandes et il a fallu monter toute cette rue. Sur les 1800 morts de la libération, plus de la moitié sont des Marocains. Un jour, vous ferez, mes amis, un défilé comme il s'en fait dans d'autres pays et vous porterez fièrement les portraits de votre grand-père, de votre grand-mère, de ceux qui ont fait la France, ceux qui l'ont libérée, ceux qui l'ont construite, ceux qui l'ont reconstruit, ceux qui l'ont aidé à franchir toutes les grandes étapes. La France est une et indivisible dans son peuple, hier comme aujourd'hui, à la condition d'être la patrie de la liberté commune, de l'égalité commune, de la fraternité commune. C'est magnifique, c'est trop... Et même le truc de reprendre la France est une et indivisible, qui est souvent un dog whistle chez les universalistes de droite, pour dire que globalement vous devez tous être pareils, bouffer du cochon. Problème, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Et lui dit non, elle est une indivisible parce que son peuple est tel qu'il est et que on, enfin, bref, c'est magnifique. C'est pendant ce temps Ruffin qui bégayait en racontant l'histoire d'un résistant. Il dit il souriait. Donc en fait, il était gentil. Il me disait que fallait faire détruire parce que sinon un jour, il y aurait plus qu'est-ce qu'on a fait avant et qu'il était sympa et que bon, comme je l'aime bien, ça donne des. Je suis l'homme de cette histoire-là. J'ai connu et je mets en garde tout le monde. Il n'y a pas de limite à la haine raciste. Il n'y a pas de limite à la bêtise. Votre unité est le bien le plus précieux pour vous, les uns comme les autres. C'est clair que quand on entend le mot unité pour parler d'un truc aussi deep, aussi profond et aussi beau que l'unité du peuple contre le racisme, contre la division, pour la fraternité, etc., c'est pas pareil que quand on entend unité dans la primaire de la gauche. Hein. C'est pas la même notion d'unité et c'est clairement plus ambitieux de son côté, quoi. Mais cette unité n'est possible que si l'on s'émancipe des grands fléaux qui nous frappent. Et si nous sommes continuellement aux avant-postes de toutes les batailles contre l'ignominie raciste. Et je veux dire que comme sont venus pour nous libérer les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Pieds Noirs, les résistants d'ici, si nombreux, si combattants, si hardis qui moururent tant, eh bien alors nous aussi, notre devoir est d'être à la première ligne de ceux qui luttent contre le génocide à Gaza. Parce que c'est notre lutte, comme être humain, d'empêcher à jamais, chaque fois qu'on le peut, que ce type d'horreur soit commise. Car quand la guerre démarre d'une manière à un endroit, vous êtes certain de la retrouver ailleurs, partout, dans les mêmes termes. Ça me fait penser au discours de Georges Ibrahim Abdallah quand il arrive au Liban et qu'il dit il y a des gens qui se lèvent à Paris, à Milan, etc. Si des Européens peuvent se lever, si une jeune fille norvégienne peut prendre un bateau pour venir, c'est que pourquoi c'est eux qui nous montrent la voie et pas nous, etc. Genre c'est beau, c'est magnifique. Oui, j'ai dit norvégienne, pardon, oui, suédoise. Parce qu'on n'a pas su arrêter Netanyahou quand il a commencé à massacrer tout le monde à Gaza. Alors personne n'a été capable
de l'empêcher d'envahir le Liban et d'y tuer tout le monde comme il est en train de le faire. Notre pensée va à ceux qui ont pris le risque humain personnel d'embarquer dans la flottille et qui ont été débarqués en Grèce où ils ont été si maltraités, tandis que d'autres ont été gardés prisonniers à l'issue d'une opération de piraterie, car la marine de Netanyahou a intercepté la flottille à plus de 1000 kilomètres des frontières maritimes de Gaza et de l'autre côté de la Méditerranée. Ça s'appelle de la piraterie. Ce n'est pas une accusation d'un mot exagéré que je trouve. C'est le seul mot qui décrit ce qu'est, à raisonner sans aucune autorisation ni mandat, une embarcation. Et en même temps que nous faisons tout cela, il faut que tout le monde sache que nous n'oublions pas un seul des 10 000 prisonniers palestiniens qui endurent l'enfer dans les geôles des suprémacistes fascistes du gouvernement de M. Netanyahou. Non, mais c'est trop. En fait, je sais même pas quoi dire. C'est les géoles. Oui, alors. Les géoles. Pas les géoles. Les géoles. Les géoles. Les oui. géoles. De quoi Alors, parle-t-il exactement? Un peu toxicophobe, monsieur Mélenchon. Mélenchon, toxicophobe, dénonce les géoles en Israël. Les géoles israéliens, après, oui. dans les rave parties, ça Dans fait les des rave géoles parties comme près de la partout frontière ailleurs, de je Gaza. pense, Ouais, mais- ouais. Quel rapport avec la campagne présidentielle française, vont me demander les benets? C'est que le monde est un lui aussi, parce que l'humanité diverse et organisée en nations, néanmoins est l'humanité. C'est-à-dire une communauté d'êtres humains liés par le même sort. Non, parce que c'est un peu son truc d'être no borders sans être pour la destruction de l'État-nation. C'est de dire l'humanité est une, même si on est organisé par nation, tu vois. Genre, même regroupé en nation, on reste un, et l'un et l'autre sont. C'est un peu genre, ouais, c'est ça, l'internationalisme soft, exactement. C'est en mode, c'est pas qu'on est citoyen du monde, c'est pas le truc libéral citoyen du monde, mais c'est pas non plus le truc no borders, mettre fin à l'État, c'est un peu en mode les deux en même temps, quoi. J'ai dit pour commencer pourquoi je présentais ma candidature à ce moment après qu'on en ait discuté. Savez-vous pourquoi? Pas forcément parce que j'étais le meilleur parmi ceux qui pouvaient être candidats. Et nous avons eu une discussion comme nous en avons entre amis, entre gens qui ont les uns pour les autres de l'estime, du respect. Vous avez ici deux personnes dont je suis certain que vous les respectez et parfois même il vous arrive comme moi de les admirer. Et qu'on me permette d'abord de dire du bien du député marseillais, puisque c'est lui qui organise tout, et y compris cette campagne, et qui le fait avec cette maîtrise que vous lui connaissez dans la vie en général. Ainsi que ma coprésidente, dont tout le monde salue le travail, puisque tout le monde reconnaît que l'Institut La Boétie a été une source ininterrompue d'idées. Et il y a d'autres noms que je pourrais citer, celui de Mathilde, celui d'Éric. Il n'est un Français ou une Française qui ne puisse citer 3, 4, 5 noms d'insoumis brillants. Connaissez-vous d'autres partis dont vous puissiez citer 4, 5, 6 noms, virgule brillant? Virgule brillant. Parce que je voulais dire, alors, ELV, Marine Tondeau. Ah, ben non, du coup. Non. Parce que s'il faut que ce soit brillant aussi. Eh non, bien sûr que non. Virgule basé, virgule brillant, virgule intelligent, virgule qualitatif. On a pensé de la seule manière qui soit opérationnelle quand on est entre amis. On s'est demandé qui est le mieux préparé. Et on a eu une discussion simple pour en parler. Qui était la mieux préparée pour diriger l'Institut? Évidemment, la personne qui avait organisé le programme, c'est-à-dire Clémence. Qui était le mieux préparé pour organiser le mouvement insoumis qui se confond avec les signataires des parrainages? Eh bien, celui-là qui avait dirigé déjà 2, 3 campagnes présidentielles, 2 campagnes européennes, avec le succès que vous savez. Non, parce que en fait, ce n'est pas pour leur qualité qu'ils sont dans leur poste, c'est parce qu'ils sont fidèles au chef et qu'en fait, ils font des génuflexions tous les matins pour rendre hommage à leur dieu Mélenchon. C'est pas parce que ils ont la moindre capacité ou compétence pour quoi que ce soit en fait. C'est juste, c'est qu'ils sont fidèles à leur gourou, c'est tout, d'accord? Vous savez comme moi que nous sommes menacés d'une guerre généralisée. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas gouvernés par un fou, certes par une personne totalement désinhibée et qui par conséquent utilise cette manière de dire tout et n'importe quoi
comme une manière d'embrouiller tout le monde et de faire perdre de vue des objectifs constants qu'il suit. Il prépare méthodiquement et de manière armée le maintien de la suprématie des États-Unis d'Amérique sur le monde au moment où l'économie de ce pays, la vie de ce pays, la crise du dollar, la crise du monde ne lui permet plus d'assumer cette domination autrement que par la violence. Oui, bah oui, relire Lénine, hein, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, espace de règlement des crises inévitables du capitalisme, et puis le grand Satan, quoi. Bon, voilà, bon, ça c'était pas Lénine, ça c'est les autres, mais voilà, le grand Satan, quoi. J'adore, il dit saison comme une série, du coup on dit presque qu'on est dans un arc sombre à la Dauphin, oui, de fou. Il est en mode, il y a un arc un peu Bresson qui s'ouvre là, ça va être l'arc risque de guerre, donc voilà, va falloir être les héros de Konoha qui se battent. Je sais pas, j'ai pas assez Bon, d'accord. je sais pas, j'ai pas assez de ref manga. Bon, de toute façon, ils veulent pas prendre Naruto comme référence. Les gens, ils sont obsédés par One Piece, leur série, leur animé de merde, là. Oui, c'est la saison finale de SNK où il va y avoir le grand terrassement, voilà, quoi. Nous allons au-devant d'une crise écologique dont je vous demande d'être les expliquants dans le peuple. Ce qui se passe est très grave. Déjà, le climat sera plus perturbé dans les 2 ans qui viennent, l'année 2026 et l'année 2027 qu'il n'a jamais été. Nous avons enregistré les plus hautes températures du siècle. Non, parce qu'en fait, hier, il faisait froid. Waouh, c'est fou, quoi. Bien vrai, ça. Je trouve ça honteux de dire des choses comme ça, genre, vraiment. La mer Méditerranée dont nous sommes riverains est une mer qui se réchauffe plus vite que les autres parties. De toute façon, la campagne centre-gauche, ça me fatigue d'avance. Quoi ? Centre-gauche ? T'as trop écouté Régé Le Gorilla ou... Pourquoi Régé Le Gorilla? Mais t'as pas entendu Régé Le Gorilla ? Il a dit que la France Insoumise, ils étaient devenus de centre-gauche, et en fait que c'était pas Régé qui avait bougé, mais en fait que lui, il était macroniste, et maintenant il est devenu insoumis, mais parce qu'en fait, comme la fenêtre d'Overton s'est déplacée, c'est les insoumis qui sont devenus de centre-gauche. En fait, il a mixé Non, mais faut les surtout avis pas... des radicals marxistes Oui, mais avec faut sa surtout take pas- de libéral Faut surtout- pro-capitaliste. Faut lui dire oui. Oui. Parce que s'il se rend compte, il va plus vouloir voter Mélenchon. Faut dire oui, réel, Oui, ça. mais bien sûr, la France Insoumise Réel, n'est pas ça. anticapitaliste. Ils veulent juste faire un capitalisme plus éthique. Donc bien sûr, ne t'inquiète pas. Oui, en fait, c'est comme Macron en 2017. C'est Mélenchon 2027. C'est comme Macron 2017. Tu n'as pas bougé, tu n'as pas eu à changer. T'inquiète pas. C'est ça. Incroyable. Il y a Wissam qui a fait le react à son interview chez À Gauche. Je sais pas si t'as écouté. Non, Mais il s'est c'était- énervé beaucoup ou pas? Il était un peu en mode bon, c'est mignon, quoi. Bon, voilà, il est pas très fort, mais. Et elle est au pied d'un continent qui se réchauffe plus vite que les autres continents. Si bien que l'évaporation va augmenter la masse d'eau qui se trouve dans le ciel et qui forcément va retomber à terre. Votez la seule droite modérée, votez FI. Oui, c'est ça. Votez centre-droit, votez France Insoumise, et voilà, quoi. C'est bon, voilà. Oui, c'est ça. C'est LFI, c'est centre-gauche, c'est très bien. Voilà, c'est comme quoi, voilà. Oui, quoi, moi, c'est- ça me va. Hein. Moi, ça me va, ça me va. On n'est pas d'extrême gauche, on est vraiment de centre-gauche. Non, mais vraiment, après, on est c'est vrai qu'on n'est pas d'extrême gauche, Oui. par ailleurs. Oui, on est juste de gauche. JLM est le candidat de la gauche non mélenchoniste. Exactement. Mais il a dit lui-même, il n'est pas mélenchoniste. C'est la preuve que c'est la gauche non mélenchoniste. Donc vous pouvez voter pour lui. Dès lors, nous allons être les contemporains de grandes secousses climatiques. Et en ce moment, on a observé que le courant qui longe la côte pacifique de l'autre côté des Amériques, le courant chaud, descend plus tôt que prévu, si bien que le refroidissement va être d'abord ralenti, puis interrompu. Le climat va être modifié sur toutes les côtes de l'océan mondial, Pacifique, Atlantique et nécessairement mer Méditerranée. Jean-Luc Météo, oui. Faut lui mettre un truc de météo derrière lui. Alors le courant chaud, El Niño, va se déplacer par là, alors que le courant atlantique... Incroyable. Mais quand on vous dit que Mélenchon, il peut tout faire. Homme météo, président de la République française, voilà, il est juste trop fort, que je voulais que je vous le dise. Ces désastres climatiques vont occasionner ici, là, des destructions massives, des réseaux sur lesquels repose l'économie moderne et la vie moderne. Réseaux de câbles, réseaux d'électricité, réseaux d'eau, et ainsi de suite. Et c'est une secousse terrible qui va mettre à contribution toutes les nations. Les nations ne sont pas préparées à cette situation. Les élites ignorent cette situation. Alors qu'on a dit sur tous les tons qu'il fallait sortir de la civilisation du pétrole, qui se confond avec l'autorité des États-Unis d'Amérique, qui est dirigée par les pétroliers du monde. Il continue, il y a plus que jamais de projets, de pipelines pour le pétrole, pour le gaz. Il faut sortir de la civilisation du pétrole, mais ça n'empêchera pas que
que les catastrophes aient lieu maintenant. Il va falloir mettre à contribution tout ce que la nation, l'État, le peuple est capable de faire. Décroissance, alors bah oui, hein, en vrai, il y a une partie du programme Insoumis qui est un programme de décroissance quoi qu'il arrive. Le principe de la règle verte implique une forme de décroissance. Et il y a plein de trucs, du plus petit truc sur l'affichage en ville, sur les pubs lumineuses la nuit, etc., au ralentissement de l'exploitation des sols et à la meilleure planification de la chaîne alimentaire, par exemple, pour que ça repose moins sur le gaspillage et sur la surproduction. Donc il y a une forme de décroissance dans le programme de la France Insoumise. C'est pas la full décroissance en mode ZAD, en mode retour à la terre, etc. Mais oui, ça implique une décroissance, bien sûr. Déjà en 2018, je me souviens que Rufford bégayait quand on lui parlait de décroissance. Mais oui, mais parce qu'en fait, je pense que beaucoup de gens corrèlent, mais les communistes aussi, hein. Les communistes, ils ont toujours eu beaucoup de mal à se départir de leur vision productiviste, un peu forcenée, quoi. Mais aussi parce qu'ils font une mauvaise analyse économique aussi. Parce que pour eux, la décroissance implique nécessairement une décroissance économique. C'est-à-dire que pour eux, si tu baisses le niveau de production, tu baisses aussi le niveau de rendement et donc le niveau de richesse en fait d'un pays. Alors qu'en fait, il ne faut pas confondre la décroissance énergétique avec la décroissance économique. Parce qu'en fait, mettre fin à la surproduction, ça va rien changer au salaire des ouvriers. Ça va changer quelque chose au super profit des producteurs. Ok, why not? Sauf qu'en fait, c'est en faisant baisser leur profit à eux aussi qu'on redistribue mieux au niveau de la chaîne de production. C'est ça, la décroissance, c'est pas de la récession. Et en fait, très souvent, il y a une tendance des productivistes à identifier le productivisme à la bonne santé économique et à se méfier énormément de la décroissance. Ou alors avoir une vision un petit peu aveugle, ça c'est plutôt chez les communistes aussi, une vision un peu aveugle de la production et du travail comme entraînant les forces progressistes. C'est-à-dire que le progrès, c'est de continuer, de produire et qu'avec ça fait du progrès technique et qu'en fait le progressisme passe par la production. Donc ça c'est un truc typiquement où quand la base de ta pensée politique est plus fondée dans l'écologie, dans l'écosocialisme que dans le productivisme à l'ancienne, forcément la décroissance fait partie de ton logiciel de base. Et en l'occurrence, c'est le cas de Mélenchon et de beaucoup de gens qui ont connu le parti de gauche, les Verts à l'ancienne, enfin en tout cas les plus altermondialistes et les plus à gauche des Verts à l'ancienne. Voilà quoi. Il y a la crise économique et sociale. Pour l'instant, vous n'observez que le début de cette crise, c'est-à-dire la transmission partout de la cherté à la pompe de ce dont vous avez besoin pour faire rouler vos voitures quand elles roulent à l'essence pour aller au travail ou, parce que vous n'avez pas le choix, vous livrez aux 1001 activités de la vie quotidienne. Vous savez maintenant, comme au XXe siècle et comme au XIXe siècle, on fait au moins 4 trajets par jour. Mais la distance n'est plus la même. Chacun fait au moins, en moyenne, 50 km. Eh bien, tout ce que vous donnez à la pompe, c'est une part de votre salaire, de vos allocations. Et cette part vous est retirée. Elle se transforme en paiement à la pompe, qui eux-mêmes se transforment en revenus pour les actionnaires. Oui, c'est un impôt privé que Yael Braun-Pivet, qui est actionnaire de Total, récupère après dans ses dividendes, quoi. C'est vraiment le truc de quand même, genre. On devrait interdire aux personnes politiques, aux élus, etc. d'avoir des d'avoir actions. des intérêts financiers. Oui, ça c'est trop une dinguerie. C'est donc un transfert de moyens qui vient du travail vers le capital, que sont les actionnaires. Ce n'est pas un point de vue idéologique que je vous explique en ce moment. C'est comme ça que ça se passe. Alors il faut qu'on explique tout ça autour de nous. Comme le fils de Trump qui investit un jour avant la guerre. Oui, bah oui. Mais pas mal de trucs qu'on révélait avec les transactions Polymarket où tiens, comme par hasard, la veille de la capture de Maduro, il y a quelqu'un qui se met à parier gros sur le fait que Maduro soit dégagé du pouvoir au Venezuela. Tiens, c'est marrant ça. Et en fait, on se rend compte que c'est probablement un mec qui était dans l'armée états-unienne et qui avait les infos. Mais après, il y a un tel. Mais après, aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que la réalité du trading comme jeu d'argent et comme organisation du délit d'initié a jamais été aussi flagrante et présente que depuis que les plateformes comme Polymarket, etc. sont en ligne, où tu peux carrément parier sur des événements de la vie réelle. Et donc et eux-mêmes Polymarket disent que naturel, des décès et tout, quoi. Ouais, de fou, oui, de fou. Mais là, en l'occurrence, sur les choix politiques, le fait de pouvoir spéculer sur les choix politiques, même les plateformes comme Polymarket, ils disent qu'ils peuvent pas interdire totalement l'insider trading. Donc en gros, c'est quand les gens ils achètent des cours de paris en fait, alors qu'ils ont des informations et du coup forcément ça déséquilibre en fait l'idée de pur et parfait du marché, etc. Et c'est en fait ils ont besoin de ça parce que ça leur permet parce qu'en fait les gens qui ont une information sur
les choses du monde, quoi, sont nécessaires pour continuer de faire vivre la plateforme. En mode, pour savoir sur quoi il faut parier, il faut bien des gens qui savent qu'est-ce qui va se passer. Et donc, t'es en mode, bah oui, du coup, en fait, vous admettez que l'entièreté de la spéculation financière, que ce soit de la grande bourse à Polymarket qui parie sur des trucs de la vie réelle, dépend entièrement du fait que, bah, en fait, le fantasme du marché pur et parfait n'existe pas et dépend de l'insider trading et du coup, du fait que les gens prennent de la thune et s'enrichissent sur des trucs qu'ils produisent eux-mêmes, quoi. Enfin, sur des trucs qu'ils provoquent eux-mêmes, quoi. C'est le cheating Dofus, mais à l'échelle internationale finance. Exactement. La santé humaine est devenue un défi écologique. Si vous étiez des grenouilles, vous le sauriez. Quand il y a beaucoup de grenouilles, c'est parce qu'il y a beaucoup de moustiques et qu'ils ont pondu beaucoup d'œufs et il y a ensuite beaucoup de moustiques. Alors les grenouilles finissent par tout bouffer et à un moment donné, il n'y a plus de moustiques et donc il n'y a plus rien à manger pour les grenouilles. C'est les grenouilles qui mangent des moustiques. Et s'il n'y a plus de moustiques, il n'y a plus de grenouilles. Et du coup, si vous étiez des grenouilles, vous sauriez que quand même l'écologie, c'est important. Ah, les grenouilles. Ah, les grenouilles. Voilà, on passe de la tortue aux grenouilles. Rappelez-vous. De la tortue aux grenouilles, on reste sur les esprits d'invocation dans Naruto, hein, au final, non? Oui, c'est vrai. Hein. Comme c'est le cas pour les grenouilles, mais aussi pour les êtres humains, je viens de vous le dire, eh bien elle se détruit elle-même. Et cette destruction prend la forme d'un empoisonnement généralisé de la population. 99% des Français sont contaminés par les polluants éternels et par les pesticides. Et nous ne sommes pas parvenus, quoi que nous ayons voté, à empêcher ce gouvernement d'arrêter d'autoriser qu'on continue à épandre des pesticides partout dans le pays. Alors que quand même, c'est une dinguerie. C'est genre, il y a quand même, ils nous ont vendu en masse des poils qui accrochent pas, alors qu'elles accrochent au bout de trois utilisations. En mode, non mais t'inquiète pas comme ça. Alors que genre, moi franchement, sur les trucs des PFAS et des polluants éternels, je suis en mode, quand même, ils ont réussi à nous vendre des poils en téflon. Alors que juste, t'apprends à quelqu'un à chemiser une poêle qui n'est pas en téflon et c'est bon, tu vois. Genre, tu sais, t'as un truc de. C'est pas si facile de chemiser une poêle, hein. Moi je suis pas d'accord avec toi. Bah, c'est pas facile, mais ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Bah, voilà. Oui, culotté, pas chemisé, pardon. Oui. Pareil pour le plastique, si bien que nous avons une épidémie de cancer liée à l'environnement, une épidémie de diabète liée à la malbouffe. Ce ne sont pas des malédictions qui tombent du ciel, c'est le résultat de l'activité humaine, de décisions politiques. D'autres décisions politiques pourraient renverser le cours des choses. Et voici pourquoi nous présentons notre candidature. Non pas pour rafistoler le système, un petit peu moins de plastique, un petit peu moins de glyphosate, mais pour le renverser. Changer de fond en comble. Tout cela, il faut tourner la page. Et il faut s'avancer hardiment. Ça c'est bien, en plus c'est cool parce qu'il passe pas 3 heures sur chaque sujet, mais c'est quand même fluide d'un sujet à l'autre. Il a vraiment son format 40 minutes, où vraiment il couvre tous les trucs, et après hop, je dis 2-3 trucs, et puis après je m'en vais, quoi. Car nous sommes capables de tout changer, par l'activité populaire et par notre jeunesse, la Nouvelle-France. Plus éduqués que jamais de toute l'histoire de France, plus connectés, vous autres, mesdames, messieurs, que jamais. Oui, on est connectés, le chat. On est connectés ensemble. Cher Sur public. les internets. Vous êtes la Nouvelle-France, cher chat. Incroyable. Non, ça veut rien dire. Le concept est mort. J'ai vu une vidéo de Clément Viktorovitch. Il a dit que Mélenchon a abandonné la Nouvelle-France parce que c'était pas bankable médiatiquement. La preuve, il a donc arrêté de dire Nouvelle-France, hein, pour les gens qui veulent la ref. Le best-of est sorti sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, vous voyez le concept bien abandonné de Nouvelle-France. Il a tué le concept. Il a tué le concept en disant que en le rendant trop large. Alors que moi, je préférais quand c'était les Noirs et les Arabes, comme ça, je pouvais dire qu'il était communautariste. Non, pardon, c'est pas ça. Et voici que leur obsession racialiste fait que quand ils m'entendent parler de Nouvelle-France, ils regardent vers les quartiers où, en effet, il y a la Nouvelle-France. Mais la Nouvelle-France, c'est tout le monde. Une génération remplace l'autre. Et quand on me dit « Ah, mais vous, monsieur Mélenchon, pourquoi vous ne faites pas remplacer ?» Mais parce que je ne suis pas remplaçable en tant qu'individu. Parce que voilà, moi, je suis le seul à pas être remplaçable. Vous ferez tous remplacer, pas moi. Une génération remplace l'autre, je remplace celle de mes parents. Paix à leurs cendres. Et nous voilà à tous âges, dans un pays nouveau, où chacun d'entre nous, 1 sur 3, a un ancêtre étranger, alors ça les empêche de dormir. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous renvoyer tous chez nous? Vous êtes devenus fous? C'est ici, chez nous. Voilà ce que nous avons à vous dire. Genre la reprise du on est chez nous en mode bah ouais, c'est nous qu'on est chez nous, en fait. Voilà, incroyable. Arrête, ils vont pas dormir. Arrête, alors. Oh là là. Arrête alors. Arrête. Bon, ils vont pas dormir, vous allez leur faire peur, oh là là.
Ils savent même pas que les femmes ont changé. On se demande où ils vivent. Ah, les femmes, elles ont bien changé, hein, moi je vous le dis. Qu'est-ce Hein. qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il a? Ils savent même pas que les femmes, c'est plus les mêmes non plus. Hein, Les voilà. femmes, j'ai plus les femmes. Parce que de mon temps, les femmes, voilà, maintenant. Les femmes, voilà. le bon temps, comprenez. Les femmes, elles ont changé, ils le savent même pas. Aujourd'hui, elles se lâchent pas faire. Non, mais c'est ça qu'il veut dire. Oui, bah oui, bien sûr. Il est en mode, voilà, c'est bon, c'est plus vos femmes soumises des années 50 que vous avez endormies à coups de somnifères pour les garder à la maison. Maintenant, c'est bon, elles ont leur mot à dire, quoi. Nouveau par rapport à quoi, mes amis? Ben, par rapport à 1958. Il a découvert le pegging. Elles ont changé, j'arrive avec un petit instrument entre les jambes. C'est bien sympa tout ça, les amis. Des belles découvertes avec les femmes d'aujourd'hui. Ah, arrête ça fait. Ah, non. Je m'allonge sur le dos, j'écarte les jambes et je suis parti pour des heures. Je ne peux plus m'arrêter. Oh là là. Il a découvert la prostate, il a dit, oh bonne mère. Une campagne à faire, commencez pas. Quoi? Mais c'est bon, on a le droit de rire. Oh là là, il a dit qu'il fallait de l'humour et des poètes. Vous allez voir, il va dire ça plus tard. Attendez, attention. Hein. La constitution de la Ve République a été promulguée pour faire face à une crise terrible, la décolonisation de la France et le transfert de millions de gens de la campagne vers la ville. Et c'est comme ça qu'une famille sur deux de France a quitté le département dans lequel ils avaient toujours vécu. Voilà ce que c'est la Nouvelle-France. Mais c'est un discours pour la porter, et comme je suis fier de voir mes plus jeunes camarades, filles et garçons, crier « On est chez nous ». Oui, la vie l'emporte toujours sur la mort. Et la mort, c'est le racisme. La mort, c'est la fin de la France telle que nous l'aimons, dans cette capacité de rassembler. Alors, ils sont même pas foutus de se rendre compte que les femmes sont plus les mêmes. Peut-être qu'ils sont enfermés dans un monde étroit, masculiniste et borné. Ils ne savent pas que depuis 1958, les femmes ont droit à un carnet de chèques, les femmes ont le droit d'aller travailler sans demander la permission à leurs époux, les femmes ont gagné le droit de contrôler leur fécondité. Et pour le cas où vous ne le sauriez pas, ce ne sont donc plus les mêmes qu'une génération d'avant. Parlez avec votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère, si elle est toujours là, et vous vous en rendrez compte très vite. La France est nouvelle, de mille manières. C'est pourquoi, nouvelle, éduquée, féminisée, eh bien, elle a le droit d'avoir d'autres institutions. Le peuple veut contrôler. C'est son droit. Et il a raison. Non, mais je croyais que la Nouvelle-France, c'était que les Noirs et les Arabes. Pourquoi il aimait les femmes dedans? Ça veut plus rien dire, du coup, la Nouvelle-France. Parce qu'il dit, oh là là, le peuple, il a changé. Du coup, il faut changer les choses. Ça veut vraiment rien dire, quoi. Je ne vois pas en quoi il y a la base pour une théorie construite qu'il est en train de nous exposer depuis tout à l'heure, quoi. La Nouvelle-France, c'est la France woke. Exactement. C'est la France féminisée, la France efféminée, hein, voilà. La France féminisée exceptionnelle. Hein. Mais en plus, parce que, d'autant que c'est vraiment, encore une fois, c'est encore le fantasme des racistes et des fascistes, tu vois. C'est le truc de oui, les droits des femmes ont fait que les hommes se sont féminisés, ne sont plus des hommes virils, etc., etc. C'est exactement leur fantasme en miroir. Mais c'est souvent parce que tu dis, genre, tu sais, c'est souvent le. Je sais pas, l'autre jour, je sais plus pourquoi on parlait de Soral. Et que, Soral, il a un peu ce discours-là, en mode, vu qu'on a donné des droits aux femmes et qu'il y a eu le féminisme, du coup, ça a fait que maintenant, il y a des homosexuels qui ont réclamé des droits. Et oui, les luttes LGBT ont été permises par les luttes féministes. Le Front homosexuel d'Action révolutionnaire est né d'une scission du mouvement de libération des femmes. Et en fait, t'as un truc de oui. Oui, parce qu'il y en avait marre des gonzesses qui nous empêchaient de baiser. Alors quoi? Non, des féministes qui étaient lesbophobes. Ah, pardon. Et après, c'était au phare qu'ils en ont eu marre des gonzesses qui les empêchaient de baiser. Et après, ils ont fait les Houguines rouges. Enfin, c'est encore autre chose. Ah oui. Mais c'est une réalité que les luttes féministes, dans la structure du patriarcat européen, ont largement permis l'émancipation LGBT. Du coup, c'est cool. Et on aime bien ça. Et en fait, ce qui est leur terreur fait notre fierté. Et c'est pour ça qu'on est le camp radicalement opposé l'un à l'autre et qu'on est les deux seules voies possibles de survie pour l'humanité, c'est-à-dire d'un côté la vie ou de l'autre côté la mort. Voilà. Une misogynie de Cassandre déteint sur Raz. Et tu t'es pas dit que c'était l'inverse? Que c'était la sienne qui déteignait sur moi? Parce que moi, je te ferais dire que j'étais une femme avant, en fait. Hein? Ouais, je l'argue. Waouh. L'argument ultime. Comment puis-je être misogyne? J'étais une femme avant. Non, ça marche pas, ça. Toi, t'as pas le droit d'utiliser cet argument. Si, attends, s'il y a quelqu'un qui a le droit d'utiliser cet argument, c'est bien moi. Le Premier ministre décide que la loi ne s'applique pas le 1er mai. Parole des anciens concernés, exactement. Non, mais surtout que t'étais probablement une femme médiocre. Hein. En quoi? Puisque t'étais un garçon. Tu faisais pas une femme de qualité, quoi. Une femme de haute valeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, t'as raison. J'étais un peu une fille manquée, quoi. On dit que maintenant, je suis devenu un garçon réussi. Oui, voilà. On est dans un gouvernement qui ne respecte plus l'état de droit. Quand on a un président de la République qui ne respecte pas le résultat des élections, ce n'est plus une démocratie ni un état de droit. Il est temps que nous passions par là. Les Français doivent se dire dans cette élection, vous avez à choisir si vous êtes un peuple digne de sa propre liberté.
si vous êtes digne du sacrifice de ceux qui, venant de l'extérieur, vous ont libéré et qui, de l'intérieur, étant cependant en minorité, vous ont libéré par leur combat, ou bien si vous êtes définitivement tous prêts à vous soumettre aux nouveaux pétainistes, les Bardella, Le Pen et compagnie, qui sont la négation de la France. Moi j'aime bien aussi ce truc de les minorités vous libèrent aussi de l'intérieur, le truc. C'était un peu ce que disait c'était Youssef qui disait ça je crois sur la Palestine, la Palestine nous libère tous, la lutte palestinienne nous libère, un truc comme ça. Moi j'aime bien aussi ce truc de bah en fait oui les luttes antiracistes ça vous libère aussi, mais de comme moi je le dis tout le temps, hein, les luttes LGBT libèrent les hétéros aussi. C'est pas le but premier, bah, c'est un effet secondaire. Mais oui les luttes LGBT libèrent aussi les hétéros de leur normativité, de leur enfermement dans leur carcan immuable, etc. quoi. Un peu comme la phrase de Bakounine, ma liberté augmente la vôtre. Je sais pas dans quel contexte il disait ça, mais j'aime bien cette phrase. Là, je vais finir là-dessus. Je vais vous demander une chose. Moi, je fais cette campagne. Toi, tu feras la prochaine, et toi aussi, 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 et toi aussi. Alors, vous faites cette campagne, et vous la faites en femme et homme libre qui aimait la liberté au point de vouloir la répandre. Être libre, avant toute chose, c'est savoir. La phrase « Vous aimez la liberté au Oui. point de la répandre ». C'est magnifique, non, c'est trop beau. Mais pareil, même sur le truc de la liberté, je trouve de plus en plus libertaire dans son discours, enfin plus assumé, tu vois. Tu sais, j'ai l'impression que même par rapport à 2012, il y a moins l'angoisse d'essayer de rassurer les cocos. Non mais vous inquiétez pas, je dis liberté, mais c'est parce que c'est grâce à l'égalité, etc. Genre, il articule beaucoup plus la liberté comme quelque chose en soi et qui appartient fondamentalement au champ de l'émancipation. C'est comprendre, c'est aiguiser son intelligence pour prendre avec soi, comme une expérience, la réalité de l'existence. Voilà pourquoi, avant toute chose, il y a culture, éducation, transmission du savoir. Regardez vos enfants jouer ensemble. Voyez à quelle vitesse ils s'apprennent les uns aux autres les bêtises. Eh bien, quand on est plus grand, il s'agit d'apprendre les uns aux autres, non pas les bêtises, on les trouve tout seuls. Mais ce qui compte pour faire une belle et bonne vie, vous devez mener cette campagne comme une campagne d'éducation populaire. N'acceptez pas de vous abaisser à l'injure ou à vous mêler de la vie privée de l'un de l'autre pour apprécier ce qui se passe. Éduquez, éduquez, éduquez encore, vous qui avez l'avantage d'être des militants politiques. Distribuez des livres et expliquez à ceux qui ne comprennent pas pourquoi vous faites ceci ou cela. J'adore aussi le Mélenchon qui donne des consignes de militantisme et des consignes d'exercice militant. C'est très Chavez, ça aussi. C'est beaucoup ce qu'il raconte sur Chavez qui fait de l'éducation auprès de ses militants pour leur expliquer comment convaincre, etc. Non, ça c'est beau. Et en plus, c'est franchement pour lancer la campagne, t'imagines, t'es à Marseille, t'as Mélenchon qui t'a dit voilà, éduquez, faites-leur leur donner des livres, parler, etc. T'es en mode oui, je ferai ça, grand chef. Incroyable, je suis trop heureux. Et si vous-même vous n'avez pas compris, allez demander à quelqu'un qui a compris et faites-vous expliquer jusqu'à ce que vous-même vous ayez compris. L'économie, la science, la culture, vous avez besoin de tout comprendre pour être le peuple révolutionnaire dont on a besoin quand nous allons installer la 6e République et mettre en place ce gouvernement insoumis. Campagne, je croyais que c'était un simple apéritif. Non, mais c'est un simple apéritif. Un simple apéro. Un simple petit, un humble petit apéro marseillais qui se trouve prendre place à peu près une semaine après le lancement de la campagne insoumise. Avec Mélenchon qui nous fait 50 minutes ultra deep. Oui, c'est un simple apéro chill, quoi. Voilà. Nous ne faisons pas un parti révolutionnaire, même s'il y a dans nos rangs des militants de partis révolutionnaires. Notre objectif est d'être un peuple révolutionnaire. Si nous Aïe. Ça, c'est tout ce qu'il dit sur l'avant-garde. Il est en mode non, nous, on n'est pas l'avant-garde. Nous. On n'est pas un parti d'avant-garde révolutionnaire et tout. Nous, on veut que le peuple le soit et qu'on soit au service de ce peuple révolutionnaire. Magnifique. Ça, c'est aussi très Chavez, pas la création d'un parti, mais d'un peuple révolutionnaire. Oui, de fou. C'est là qu'on voit à quel point le chavisme a énormément inspiré. Oula. Bah, quoi, c'est bien le chavisme. Non, T'es contre le chavisme, toi. Tu es contre la révolution bolivarienne du Venezuela, toi. Oui, Maduro, il est méchant, je sais pas. J'ai pas envie, j'ai la flemme. Car si je gagne, vous ne resterez pas tranquillement chez vous à fêter la chose. Vous le ferez d'abord un temps, je vous connais. Et il est bien probable que moi aussi. Mais ensuite, nous nous mettrons tous au travail comme nous sommes en train de le faire là pour cette campagne. Nous allons changer la France de nos propres mains, de notre propre intelligence. Et maintenant, voici ce que vous allez faire.
Je vous ai dit, vous allez réfléchir, apprendre aux autres. Les plus jeunes, s'il vous plaît, allez voir vos grands-parents. Car, voyez-vous, les jeunes gens sont écoutés par leurs grands-parents. Allez faire chez papy, là. Vas-y, va faire chez papy. Ah, j'adore. Après, vrai conseil. Hein. Oui, de vrai fou. conseil. Hein. De Et fou. c'est précis qu'ils disent les grands-parents, pas les parents. Je Oui. pense qu'il a vraiment raison. Oui, grave. Surtout les vieux, ils votent trop mal. Faut les attraper. Bah oui, de fou. Pour quelqu'un d'âge, Et puis bon, c'est bon, déjà, vos grands-parents, ils vous écoutent pour savoir comment installer Windows sur leur ordi. Ils vont bien vous écouter pour savoir qui voter donc aussi, quoi. Bon, voilà. Hein. Sinon, voilà, si vos grands-parents, ils vous écoutent pas, vous dites, bah très bien, je vais plus t'aider à installer ton ordinateur. Voilà, vous allez voir comment ils vont vous écouter la prochaine fois. Voilà. Si tu votes pas JLM, c'est les pattes. Voilà, ça c'est une vraie menace. Tu vois la clim. Si tu votes pas, elle risque de s'éteindre. Attention. Alors, on ne dit plus Tu vois la EHPAD, on bonbonne dit- d'oxygène reliée au petit tuyau dans ton nez. Non. Tu vas la débrancher. Alors là, je pense qu'on arrive dans quelque chose qui est répréhensible légalement. Mais de toute façon, comme il a besoin de son déambulateur pour aller porter plainte, bon, bah il le fera pas. Vu que j'ai piqué son déambulateur. Tu vas faire quoi? Tu vas appeler la police? Hop, j'ai mis ton téléphone en police petite. T'arrives plus à lire. Allez, hop. T'as plus les grosses touches. Allez. Ah, tu veux parler aux flics? Et hop, je te pique ton entier. Allez, bonne chance pour articuler. vous devez continuer l'inscription sur les listes électorales. Le scandale continue de gens qui ne sont pas inscrits. Et ce pouvoir rêve du fait que les milieux populaires des villes et des campagnes n'aillent pas voter. Il rêve de ça. C'est pourquoi il n'en parle jamais. C'est pourquoi on attend de gens mal inscrits ou désinscrits et qui découvrent le dernier jour qu'ils ne peuvent pas voter. On leur dit « Ah, vous pouvez aller voir le juge. » Bah tiens, on n'a que ça à faire. Et on sait même pas où il est, le juge, et qu'est-ce qu'on va lui dire? Vous voulez m'envoyer chez le juge? Je viens voter, moi, c'est tout. Je veux pas être jugé. Les gens finissent par se dire, eh ben si c'est comme ça, je rentre à la maison et c'est tout. Et c'est fait pour dissuader. Oui, aussi, ça, franchement, les gens, la campagne d'inscription sur les listes électorales, là, va falloir bombarder à fond. Hein. C'est Oui, parce que. faut le faire vraiment. Ah ouais, de fou. Hein. Enfin, en Parce vrai, que- c'est déjà une bonne première étape. Une fois qu'ils sont inscrits, tu les convaincs de voter pour le bon, quoi. Oui, c'est ça. Mais tant que les gens sont inscrits, vers le nombre de mal inscrits, même de gens qui savent même plus s'ils sont inscrits ou pas, qui du coup sont, ah, je sais pas, j'y Et, vais pas. et c'est surtout trop les gens tard. autour de vous qui voteraient Mélenchon, quoi. C'était eux les premiers en mode t'es inscrit, faut vérifier direct, quoi. J'ai beaucoup plus facile à convaincre les droitards de ma famille de voter à gauche radicale que la famille gauche molle Massier compatible. Ah tiens, c'est intéressant ça. Et c'est marrant, ça m'étonne pas. Oui, c'est normal, il y a un truc moins identitaire, peut-être. Ouais. Déjà, il y a un truc moins identitaire et je pense que t'as des droitards qui sont un peu attachés à une espèce de figure un peu gaulliste, etc. Et pour qui l'idée de redistribution, de blocage des prix, de planification, bah finalement c'est renoué avec la tradition c'est pas qu'on a tant que ça, un perdue gros mot, avec... ouais. Hein. Et puis t'as beaucoup de droitards qui sont à deux doigts de comprendre le capitalisme aussi. Hein. T'en as beaucoup qui sont vraiment à un déclic de capter qu'il faut rentrer dans la lutte, quoi. Je pense que t'en as beaucoup qui vraiment, ils te parlent à longueur de journée. T'es en mode, oui, tu me décris exactement le capitalisme, pourquoi tu votes à droite? Et ouais. Puis, maintenant, je termine en m'adressant à ceux qui sont, je suis sûr que c'est beaucoup parmi vous, poètes, peintres, musiciennes, musiciens. Eh bien, j'en appelle à votre créativité, à votre inventivité. Je voudrais qu'on fasse une très belle campagne où vous inventez des chansons, où vous inventez des refrains. C'est qui vous a dit ça l'autre jour? C'est qui vous a dit ça l'autre jour? T'as dit quoi encore? Sachez que lors de la campagne de Salvador Allende, c'était une période dans l'histoire du Chili où il y avait tout un mouvement de la nouvelle chanson, ce qu'on appelait la nouvelle chanson chilienne, dont des groupes comme Inti Illimani. Et Inti Illimani avait sorti pour la campagne victorieuse de Salvador Allende un album qui s'appelle Canto al Programa, qui reprenant du coup tous les codes, enfin étant ancré pleinement dans la nouvelle chanson chilienne, chaque chanson correspondait à un moment du programme. Donc il y avait la chanson du pouvoir populaire, donc ça c'est le truc général, la valse de l'approfondissement de la démocratie, la cueca des forces armées et des carabineros, donc voilà, ça c'est la chanson, vous pourrez dire, de la cave au grenier, quoi. La constitution, la propriété sociale et privée, la chanson de la réforme agraire. Après, la différence, Cassandre, désolé, c'est que c'est des latino-américains qui font de la musique, ils sont trop forts en musique. Nous, on va avoir quoi? On va avoir Jean-Michel guitare-voix qui fait une chanson, tu vas avoir Starry Sky, quoi. Ou Oui, mais alors non, un truc justement, de faut pas gauchiste faire ça. en mode HK, quoi. Mais non, mais parce On que lâche ça c'était rien. vraiment... Oui, mais ça On c'était... lâche rien, C'était des groupes on vraiment lâche populaires, tu rien. vois. Ils remplissaient des stades, c'était les Théodora, quoi. Mais bref, tout ça pour dire que je savais que Mélenchon avait encore en tête El Canto al Programa et la contribution des artistes chiliens
Chiliens et Chiliennes à la victoire de Salvador Allende. Faire des chants comme les chants de résistance pour la fille, bah ouais. Et des trucs qui sont vraiment des bangers, hein. Des trucs qui sont des bops, des trucs qu'on réécoute, quelles que soient les paroles, etc. quoi, genre vraiment. Ou vous faites sur des feuilles 21-27 bien jaunes quelques belles citations que vous allez coller ici ou là, un peu partout, pour que les gens, en se baladant dans la rue, y voient des pensées un peu plus profondes que les sottises qu'ils voient d'habitude. Et pas seulement pour faire des visuels sur l'internet, parce qu'il faut un peu que vous décrochiez de vos téléphones. Ça rend malade, hein, vous le savez tous. Hein. Il a raison. C'est vrai. Parce qu'en vrai, c'est important de faire du clipping, faire des trucs comme ça, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, sur Internet, finissent par se faire avoir par le côté reply, le côté toujours répondre aux gens, essayer d'argumenter, etc. Non, le but, c'est d'inonder avec des clips, pas d'argumenter avec les gens, tu vois. Et en vrai, c'est aussi parce que je trouve que c'est intéressant, parce qu'il est en mode aussi remettre la campagne dans la rue et dans l'espace public et dans l'espace réel, quoi. Et pas uniquement penser qu'on va gagner la campagne parce qu'il y a des edits sur TikTok, quoi. Et surtout que Internet, le IMO, c'est quand même, c'est déjà fait beaucoup, quoi. C'est-à-dire que moi, je pense parce que les gens, ils vont continuer à faire des bails sur Internet. Bah, donc c'est le mouvement naturel de ce que les gens font, quoi. Un peu d'écriture, un peu de lecture. Faites des beaux poèmes, faites des belles chansons, faites des beaux dessins. Il faut que nous soyons d'abord et avant tout créatifs. Et ma dernière demande, c'est de l'humour, camarades. Ah, voilà. Fichez-vous d'eux, parce que quand vous leur dites la vérité, il faut une tête, genre cause toujours. Mais quand vous vous moquez d'eux, alors ils sont pas bien du tout. Voilà. Oh là là, le débat des gauchistes sur le front d'Alice Cordier. Ah oui, arrêtez de débattre sur est-ce qu'il faut se moquer du front d'Alice Cordier. Moquez-vous. Mélenchon a dit moquez-vous du front d'Alice Cordier, de la calvitie. Moquez-vous. De la calvitie de Jordan Florentin d'Arocha. Ah, je suis trop heureux, bordel. Que même lui, il dise arrêtez d'être chiant à argumenter sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'être chiant à vouloir... Foutez-vous de leur gueule, vous serez beaucoup plus drôle comme ça, les gens ils voudront être de votre côté. De toute façon les gens ils veulent être du côté des gens qui sont les plus drôles quoi, voilà. Incroyable. Oui, la victoire de la Linzawa Prod, bien évidemment. C'est grâce à nous bien réel, ça. qui dit ça, voilà. C'est Raz, c'est grâce à On Raz. le disait before it was cool. Hein. Exact, bah en vrai oui. Il a pas dit d'attaquer le physique, il a pas dit de pas attaquer le physique. Oui, bah il a dit moquez-vous, leur réputation. Ah oui. Le gros front d'Alice Cordier, il a une sacrée réputation. Hein. Ah ouais, grosse réputation, hein. Grosse comme son front. Parce que leur réputation, c'est tellement important pour eux. Faites des blagues, écrivez des blagues, diffusez des blagues. Voilà, nous on est là pour faire des blagues, des poèmes, des trucs, etc. Voilà. Mais c'est même le truc, n'attendez pas les consignes, c'est un peu ça. C'est genre, saisissez-vous de l'outil de la campagne, comme bon vous semble et comme ça vous arrange. Ça, c'est vraiment l'ADN de la France Insoumise depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'à force d'avoir des militants un peu premier degré bons élèves, bah du coup, parfois on est en mode bon, ils sont où les gens qui déconnent un peu, quoi. Donc déconnez un peu, voilà. Quant à moi, je vais faire la tortue une fois de plus. J'adore avec son petit air de Comment bon. il se tient Avec la main dans les. Bon, allez, hein, je vais encore faire la tortue, mais bon, faut que vous m'aidiez là un peu, là, bon. Incroyable, non mais la gestu, incroyable. Cette fois-ci, c'est moi qui arrive le premier. Vous allez voir ce que vous allez voir. Nous allons tous les battre. Une fois de plus, on me raconte que je suis 20 points derrière le fasciste. Mais celle-là, vous me l'avez déjà faite 3 fois. La dernière fois, j'étais censé être 20 points derrière Madame Le Pen. À 1 point, on a été privé du 2e tour. Et elle, éliminée du 2e tour. Il y en a un qui était bien content, qui a eu peur, hein, cette nuit-là. Parce que c'était une autre affaire de me battre moi que de la battre elle, hein. Moi, je viens... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Eh ben ouais, hein. Ah ben Macron, il était bien content d'avoir Le Pen en face. Comme ça, il pouvait dire républicain, quand même, l'extrême droite, c'est pas bien. Alors que bon... Moi, je viens pas avec 3 tonnes de papier à un débat. Le même de Marine Le Pen avec ses centaines de feuilles de papier tellement elle s'est pas préparée naturellement. Bon, alors que lui, il est en mode bon, moi, tout est dans la tête, j'ai juste une petite feuille pour noter les questions. Voilà. Vous verrez ce que vous verrez. Le Bardella, il se défilera. Quand on va arriver au 2e tour, il voudra pas débattre. Il va dire je ne parle pas avec ce monsieur, blablabli, blablabla. Ouais. J'ai vu des insoumis complètement cons dire ah mais Mélenchon il veut pas débattre avec Bardella.
Mélenchon a dit ça. T'as l'intégralité des Hops qu'on dit qu'ils voulaient débattre du coup. Vous ne comprenez rien. Bah oui. C'est ultra deep. C'est Vraiment. Vous La avez un seconde mec. d'après, Bardella était en mode mais non, mais je suis prêt à débattre. Je suis prêt à débattre, bien sûr. Et tout le monde est passé un à un. Non, moi, je veux débattre avec Mélenchon. Je veux débattre avec Mélenchon. Vous avez un Les mec autres, minable les qui autres tient à sont son petits, petit honneur de chevalier à la con, bah du coup vous l'attaquez sur sa masculinité. Vous dites Mais ah oui. c'est une petite bite, il veut pas débattre. Il dit non moi j'ai une très grosse bite, attends moi je vais débattre tout de suite. Hein. Et après il se ridiculise. Et voilà. Mais oui. Tout ça parce qu'il les aura à zéro. Et si jamais il vient, je vais lui faire la leçon comme un chenapan. Comme un Aïe aïe chenapan. aïe. Un chenapan, les amis. Il va rentrer, le chenapan, il est puni. Il va aller au Ah là coin là. une bonne fois pour toutes. Je vais lui tirer les oreilles et lui dire pleurer dans les jupes de sa mère, vous allez voir ça, hein. Chenapan. Papy va lui mettre la fessée. Oh, j'aime trop quand il est comme ça. Un petit sacripant, Chenapan. hein. Un malotru. Voilà ce qui va se passer. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'en ai marre de ces gens qui viennent et qui disent « Ah oui, il est très mauvais pour le deuxième tour. Commence d'abord toi, par être bon pour le premier tour et tu viendras causer après. » Et qu'est-ce que vous êtes? Let's go. La Oh, prière des j'adore, bozos. oui. Ça y est, là il met des baffes à tous les losers. Aïe 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 aïe. Quand je parlais de bon pour le premier, tu pourras me parler, espèce de loser. Là, je En vous train de parle. Ah là là. Ah ouais, il va tous se les faire, il s'en bat les couilles là. Il est vraiment en mode je n'ai que des ennemis. Non, je n'ai pas d'ennemis. Non, attends, c'est quoi? On s'en branle, on les baise. J'ai pas de concurrence? Oui, bon, je sais pas. Vous êtes les renforts de l'extrême droite quand vous commencez à me taper maintenant pour le deuxième tour. Je vais vous dire ce qui va se passer au deuxième tour. Si ça se passe comme on nous a dit que ça allait se passer, c'est-à-dire que ce sera l'extrême droite contre nous. Et c'est normal que ce soit l'extrême droite contre nous. Pourquoi? Parce que la société est malade et qu'il y a un choix à faire. Oui, et puis parce qu'ils les ont fait bien monter aussi. Hein. C'est Bah bon, ils ont rendu la société malade. C'est Bah ça, oui. bah oui, c'est ça, c'est ça. Ils ont tout fait pour avoir le prétexte de oh là là, si vous votez pas pour moi, ce sera les méchants du RN pour que les gens viennent bien voter pour eux. Hein. C'est une vieille stratégie du PS. Hein. Alors ceux qui sont là, le centre comme ils disent, ils sont ni à gauche, ni à gauche, voilà. Alors ils sont là et ils aimeraient bien que ça s'arrange tout seul et sans faire trop de sacrifices, hein, avec 3 poussières et 4 petites réformettes par-ci par-là. Mais ce temps-là est passé, pauvre ami. On est dans un autre monde. Et donc 2 principes fondamentaux de la vie vont s'affronter. Chacun pour soi ou tous ensemble. C'est ça l'enjeu entre l'extrême droite et nous. Voilà ce qui se joue, rien d'autre. Il est en mode vous avez fait monter le RN, mais ça n'a été que l'avènement de mon air aussi, car je suis l'antidote qui sauvera la France. Hein. Je suis le héros de Shonen qui se dresse contre la catastrophe. La seule chose qui va pouvoir battre Bardella cette fois-ci, c'est lui. Hein. Bah bien sûr. Ce sera pas Attal le bozo. Hein. Ah ouais, ce sera pas Attal le bozo, Glucksmann le robot, Ah ouais. ou Édouard Philippe la goule. Hein. Alors, je vais vous dire, ayez confiance dans votre patrie. Au deuxième tour, nous serons opposés à un fasciste et nous allons le battre et voici pourquoi. La France n'est pas raciste, la France n'est pas fasciste, la France n'est pas pétainiste, la France ne capitule pas. La France n'a pas peur des Américains, elle n'a pas peur de Netanyahou, elle n'a peur de personne, et nous les premiers. Oh là là, oh là 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 là. Elle n'a pas peur. Elle n'a peur de personne. Oh là 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 là, j'aime trop. Après, non, je vois l'épice froide du chat. Oh Qui non, disent, ça y est. non, alors en fait, Ah oui, la il a dit France la elle est quand France. même sacrément raciste. Alors je vais vous apprendre Oh, ce qu'est on est en campagne. J'ai envie de crever. un Regarde, énoncé performatif. Un énoncé performatif. Il a un drapeau français. Le drapeau français, le meeting, c'est balèze. C'est balèze, je ne vais pas voter pour lui. Et en plus, il est anti-nucléaire. Je ne vais pas voter pour lui. Il y a des drapeaux français, il est anti-nucléaire. Le racisme existe en fait. Les drapeaux français sont sortis à la Marseillaise. Je vais voter pour lui, il est anti-nucléaire, il a acheté la Marseillaise. Ah, J'adore parce qu'avec le guide de Discord, tu disparais. Oh, tu meurs. Donc un énoncé performatif, c'est que lorsque tu dis quelque chose, tu le fais exister en même temps. C'est-à-dire que par exemple, quand un maire dit « je vous déclare mari et femme », à la fois il dit « je vous déclare mari et femme », mais en même temps, il performe un énoncé qui fait que en disant ça, il vous déclare vraiment mari et femme. Donc en fait, il le fait en même temps qu'il le dit. Il le dit et il le fait en même temps. Donc lorsque Mélenchon dit la France n'est pas raciste, il ne fait pas une analyse sur à quel point la France est exempte de tout racisme en son sein, mais il dit que nous proclamons que la France n'est pas raciste et c'est notre message et c'est le message que nous portons. Et donc qu'en disant que la France n'est pas raciste, nous luttons contre son racisme. En disant ce n'est pas ça la France et nous allons faire advenir une France antiraciste. Et moi,
compte tenu de l'homme que je suis, de mon caractère et de ce que j'ai vécu, j'incarne cette force de résistance absolue à toute adversité. Je suis comme vous, une tête dure que rien ne fait céder. Alors, le pays tout entier nous a vus à l'œuvre tenir bon quand tout le monde nous tapait dessus. Alors il sait que rien ne nous fera céder, une fois de plus cette fois-ci. Allez, au travail. Oh là 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 là. Putain, mais qu'est-ce que tu veux de mieux pour lancer cette campagne, quoi? Genre, oui, Ah là, il était on magnifique. fire. Ah ouais. Les gars, il est un peu fatigué. Non, Il va pas pouvoir faire la campagne. Je le trouve un peu fatigué. il a quand même des cernes un peu. Là, franchement, je le sens pas pour cette Il est pas campagne. un peu vieux, le vieux, là? Il est pas un peu trop vieux, il est pas très Quand remonté. même, voilà, je Comment il trouvais va un peu faire, calme. Je la sens vraiment pas, la campagne. Ah, alors qu'il fait un petit apéro improvisé, il transforme en meeting dans Marseille. Magnifique. Incroyable. Incroyable. La tortue. La tortue. La quoi. tortue. La tortue, La moi. tortue chagache. Je vais faire la tortue comme d'habitude. Mais bon, vous faites, voilà, faites ce que vous avez à faire aussi. Hein, voilà, hein. Très beau meeting, Ouais. ça fait envie. Magnifique On va meeting. bien Je trouve que s'amuser. c'est vraiment. Là, on démarre vraiment la Moi, en campagne. fait, j'attends. hyper Là, fort. moi, j'attends le 7 juin comme Ah jamais. ouais, avec tellement d'impatience. J'ai trop hâte, quoi. Genre, Ça tout va être trop bien. Ouais, tout va être grotesque. Mais surtout que quand tu penses à la campagne de 2022, donc lancée en 2021, le démarrage, il avait été un peu mou du genou parce qu'on était encore on était encore confinés, c'était difficile. Il y avait eu le meeting en réalité augmentée, là, qui était un peu en mode oui, bon, voilà. Donc, on n'a pas eu un démarrage aussi avec autant de panache qu'on l'a maintenant. Là, vraiment, j'ai l'impression que les étoiles, elles sont alignées, quoi. Donc, bref, rejoignez Action Populaire, rejoignez les groupes d'action dans votre coin, allez militer, faites des trucs. Enfin, voilà, quoi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.